Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h30 sur la radio-télévision Top Benji. C'est l'heure de votre édition d'information que nous ouvrons avec le volet sociétal. Malgré les interpellations des populations port-gentillaises face à la montée vertigineuse des tas d'immondices et des mini-décharges dans la ville, un phénomène qui devient malheureusement récurrent. Pas plus tard que ce jour, Suzy Imanza Migueli a fait le constat. La capitale économique est rentrée de plein fouet en 2018 avec des tas d'immondices. Les populations sorties pour célébrer la Saint-Sylvestre ont fustigé la nonchalance de la société adjudicataire qui n'a pas estimé la nécessité d'ôter ses ordures ménagères la veille de l'an 2018. Combien de jours? Au moins 5 jours ou 4 jours comme ça. La poubelle est là. On n'arrive pas à vider. Attends d'abord. Un 31. C'est pas normal. L'odeur là, ça sent. On va vider ça. Pendant que d'autres estiment que la municipalité ne joue plus son rôle convenablement. C'était la base de toute condition hygiénique. Vous et moi, on est d'accord. Mais ça ne me plaît pas. Cela ne veut pas dire que ce que je vois, si je dis que je ne peux pas parler, c'est pas que je les encourage. Je ne peux pas parler parce que ça va tomber aux oreilles de tout. Ils sont sûrs parce que nous sommes en saison de pluie. Quand on laisse stocker les ordures comme ça là, et dans une zone où ça s'inonde, à n'importe quel bout de pluie, donc c'est qu'ils sont sûrs. La propreté étant la base des conditions hygiéniques, il serait souhaitable que la collecte d'ordures se fasse journalièrement. Voilà, sachez qu'il n'est plus rare de voir dans Port-Gentil et partant dans tout le Gabon, des pylônes installés à proximité des habitations, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé des riverains. Les détails dans ce reportage de Jean-Jacques Arovaria Djoudji. Dans le souci d'avoir un taux de pénétration assez important dans le domaine de la téléphonie mobile, les entreprises de télécommunications ont ressenti le besoin profond de se doter des outils performants tels que des pylônes. Des dispositifs ultramodernes au Gabon qui sont devenus des voisins indiscutables des riverains. Ils ont été installés dans le but de permettre aux personnes détenteurs d'un appareil téléphonique et bien d'autres d'être liés au satellite. Ce qui n'est pas sans conséquence dans la mesure où ces appareils posés à proximité des habitations dégagent des ondes négatives, entre autres des ondes électromagnétiques pouvant endommager la santé des populations. Ajoutez à cela le bruit des groupes électrogènes qui de jour comme de nuit ne facilitent pas la tranquillité du voisinage. Depuis longtemps, on connaît l'impact des lignes à haute tension qui faisaient la une des journaux il y a quelques décennies. Et il a été prouvé, notamment par des études suédoises de grande ampleur, que c'était surtout le champ magnétique alternatif du courant 50 Hz qui posait un problème de santé éventuellement grave, aboutissant à des cancers lorsqu'on dépasse certaines valeurs. Lorsque le corps humain, qui est composé à 70% d'eau, rentre dans le champ magnétique alternatif d'une ligne haute tension, par exemple lorsqu'une maison, une habitation se trouve trop proche de cette même ligne haute tension, eh bien les molécules d'eau dont nous sommes composés à 70% pivotent au rythme des allers-retours des électrons dans les fils. Après, il y a également un champ électrique alternatif qui lui pénètre moins profondément dans le corps humain, qui a des effets moins délétères, c'est-à-dire que c'est plutôt le champ magnétique alternatif au-delà d'une certaine puissance qui aboutit à terme à des cancers. La pollution électrique, elle, est plus ou moins écrantée par la peau, mais elle occasionne des insomnies, de la nervosité et des dérèglements de notre corps énergie. Il a signalé qu'au cours d'un conseil de ministres, les autorités avaient pris la mesure interdisant l'installation pure et simple des pylônes en zone rurale. Fort est de constater que de nos jours, celle-ci est passée aux oreilles de sourds. Je vous emmène à présent chercher l'information du côté de Libreville, la capitale politique et administrative du Gabon. La Fédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, par la voix de son porte-parole, a tenu un point de presse au cours duquel il fustige le comportement du gouvernement sur la non prise en compte de leurs revendications. Écoutons à ce propos Mvou Osilas,
porte-parole de ce syndicat au micro de nos confrères de la radio-télévision Nazareth. La situation des régies financières, une situation que nous avons l'impression qu'elle ne trouvera pas sitôt une solution idoine et définitive, parce que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont certainement un autre programme que celui du président de la République, qui nous a reçus au travers de la personne de son directeur de cabinet, avec qui nous avons eu une réunion de haut niveau dans laquelle des décisions ont été prises. Parmi ces décisions, il y avait la mise en place immédiatement, n'est-ce pas, du comité qui devait discuter, réfléchir sur 3 points. Le premier point, c'est de faire l'audit sur la gestion des primes depuis 2014 jusqu'à nos jours. Le deuxième point, c'est de faire l'audit sur les effectifs des régies financières. Et le troisième point, c'était de réfléchir sur le nouveau mécanisme de paiement des primes dans les régies financières. Nous constatons à ce jour que le comité qui devait se mettre en place immédiatement, 15 jours après, n'est pas mis en place. Et à notre grande surprise, samedi, à 15 h, j'ai été appelé au ministère de l'économie pour recevoir un document. Ce document, c'est simplement un arrêté qui date de juillet 2017 et qui n'a simplement été que réchauffé pour nous faire croire que cet arrêté nous permettait de mettre en place le comité en question qui devrait réfléchir. Or, dans cet arrêté, il ne conforme ni l'esprit ni la lettre de discussion à la présidence de la République. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous dénonçons avec la dernière énergie ce qui est en train de se tramer par le gouvernement. Nous disons que nous avons dit nous ne voulons plus discuter avec ce gouvernement parce qu'il n'est pas vrai, il n'est pas sincère dans les discussions et dans les débats avec les partenaires sociaux. Restons toujours du côté de Libreville pour la suite de cette édition d'information. Une conférence en forme de cours magistral sur la mise en place de la coronarographie au Gabon a été organisée au centre universitaire de Libreville. Un seul objectif, réduire l'ischémie et la taille de la nécrose, préserver la forme ventriculaire, mais aussi prévenir et traiter les complications. Plus de détails dans cet élément. Une conférence sous forme d'un cours magistral sur la prise en charge de la maladie coronaire s'est tenue au centre hospitalier universitaire de Libreville avant le démarrage de la coronographie au Gabon. En partenariat avec la CNAMJS qui a préfinancé l'achat du matériel qui permettra de pratiquer cette technique d'imagerie médicale dédiée à la visualisation des artères coronaires. Le professeur Khan Abdoul de l'université de Dakar et le docteur Rick Baye, après la conférence, réagissent. Sous le terme de crise cardiaque ou infarctus du myocarde. La crise cardiaque, ou maladie coronaire donc, est liée à une obstruction des artères qui vont au cœur. Le terme coronaire renvoie aux artères qui irriguent le cœur, qui lui apportent donc du sang. Et ces artères peuvent être bouchées par un excès de graisse, par un excès de sucre, par un tabagisme excessif, par une obésité. Et lorsque donc l'artère est bouchée, la personne peut ressentir un certain nombre de symptômes, tels qu'une douleur, et tout ceci peut aboutir à une obstruction brutale de l'artère. C'est ce qu'on appelle donc la maladie coronaire, ou encore plus communément appelée la crise cardiaque, dont l'une des principales manifestations d'ailleurs est la mort subite. En pratique, on peut même considérer qu'une mort subite chez un adulte est très souvent due à une maladie coronaire et plus précisément à une crise cardiaque. C'est une technique médicale qui n'existe pas dans la sous-région. Et donc nous allons la mettre en route. C'est un processus qui est long, complexe, coûteux. Il faut une expertise avérée. C'est pourquoi le professeur Khan aujourd'hui est en train de nous montrer à nous, les praticiens hospitaliers, les cardiologues, mais aussi aux étudiants, quel est l'intérêt sur le plan clinique, diagnostique, quelles sont les conditions et quelles sont les précautions à prendre pour le bon établissement de cette technique médicale. Actualité à présent sur le continent africain. Au Cameroun, le président Paul Biya n'a pas failli à la tradition des vœux à la nation. Un discours marqué par des questions avant tout sécuritaires, notamment la crise anglophone, mais pas que,
défis économiques, organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont également dominé cette allocution. On fait le point dans ce reportage. Le discours du président camerounais à la nation qui dresse le bilan et les perspectives du pays ce 31 décembre 2017 a réaffirmé la volonté du gouvernement à poursuivre la consolidation de l'unité nationale mise à mal ces derniers mois par la crise dite anglophone et les défis sécuritaires aux frontières. À côté des mesures entreprises pour juguler cette crise, Paul Biya, qui s'est dit disposé à dialoguer dans un cadre de l'égalité républicaine, s'active toujours pour des solutions durables. Les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. J'ai, dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement cette réforme majeure. Dans le même ordre d'idées, le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution permettra de consolider l'état de droit et ouvrira une nouvelle page de notre processus démocratique. Réaliste, Paul Biya a reconnu la santé précaire de l'économie du pays en 2017 et son fort impact sur l'activité de petites et moyennes entreprises. Il a ainsi prescrit des orientations pour renforcer la croissance économique. Nous allons, à cet égard, poursuivre nos efforts en faveur de l'optimisation de la collecte des revenus de l'État et de la rationalisation de la dépense publique. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. Des élections dans le calme et la sécurité en 2018, une fête sportive à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le président Biya a également déroulé cet agenda qui, plus que jamais, interpelle tous les acteurs du développement à redoubler d'efforts pour parachever les grands chantiers en cours dans le pays. Quittons en prison l'Afrique centrale pour nous déporter du côté de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, l'heure est désormais au bilan pour le président Alassane Dramane Ouattara. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État est revenu sur les événements marquants de l'année 2017, occasion pour le président d'exhorter ses compatriotes à cultiver la paix. Une paix menacée selon lui par les mutineries qui ont secoué le pays en 2017. Élément de réponse dans ce reportage signé de nos confrères d'Africa 24. Vers une Côte d'Ivoire plus forte et prospère, c'est le vœu du président Alassane Ouattara pour les Ivoiriens. Dans son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État a fait un bilan de l'année écoulée avant d'insister sur les raisons d'espérer en 2018. L'année 2017 a commencé avec des difficultés comme les mutineries de militaires et surtout la chute des coûts des matières premières. La résilience du pays a permis d'aller de l'avant. La bonne tenue de l'économie a permis le paiement de 911 milliards de francs CFA de dette intérieure. Pour les observateurs, c'est un véritable discours-programme délivré par le chef de l'État. La paix retrouvée, grâce donc à une bonne gestion du dialogue, de concertation. La sécurité retrouvée, grâce aux investissements accrus dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais une économie qui est restée malgré tout forte, parce que de 2012 à 2016, on était à 9%, malgré donc les turbulences. En 2017, la Côte d'Ivoire est quand même restée à 8%. Au plan politique, l'année 2018 s'annonce très animée avec la tenue des élections municipales et régionales. De plus, le chef de l'État a annoncé la mise en place du Sénat, la nouvelle chambre du Parlement ivoirien, mais n'a pas évoqué l'opposition ivoirienne, comme le notent les observateurs. C'est vrai qu'il n'a pas directement cité l'opposition, mais ce que l'on sait, c'est que le grand souhait du gouvernement, et lui-même son souhait, d'après ce qu'on a appris, c'est que le
FPI en particulier, et tout le FPI réconcilié soit vraiment présent à ces élections sénatoriales, régionales et municipales qui arrivent, afin que ça nous serve véritablement de baromètre pour entrer en 2020. Au total, pour le président Alassane Ouattara, 2018 sera une bonne année pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est au travail pour achever les chantiers engagés pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. 133 milliards de francs CFA seront par exemple investis dans la construction d'écoles techniques afin de donner aux jeunes une formation débouchant sur l'emploi. En plus des grands travaux d'infrastructure, la vitalité de la jeunesse sera le moteur de la croissance de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence. Restons toujours du côté de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a terminé l'année sur une annonce importante. Le chef de l'État propose tout simplement une mise à plat des rémunérations dans la fonction publique en vue de l'adoption d'un nouveau système salarial. Aucune date n'a pas toujours été annoncée par la nouvelle constitution, mais les concertations autour de son mode d'adoption seront bientôt entamées. Élément de réponse dans ce reportage. La persistance des revendications salariales et les demandes d'amélioration des conditions de vie des travailleurs dans les différents secteurs posent avec acuité et urgence la nécessité d'une réforme du système des rémunérations dans la fonction publique pour plus d'équité et de justice sociale. Il importe de mettre fin à la méthode qui consiste à régler les revendications des travailleurs au cas par cas. Une telle démarche ne prend pas en compte la nécessaire vision d'ensemble qui devait présider à toute initiative destinée à satisfaire les revendications des fonctionnaires. Cette approche a eu entre autres pour conséquence d'entraîner des distorsions énormes de traitement qui doivent être corrigées. Voilà, ainsi se referme donc cette édition d'information. Je tiens à vous souhaiter une très bonne soirée et d'ores et déjà une excellente nuit. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.